maa ngi nuyu mbooloo mépp di jégalu nag tardé gi ma tardé woon xam ngeen ni nit day am jamono yoo xam ne du moom boppam maa ngi nuyu ñëpp di ci tàmbalee sama mag ji ma bàyyi di Mazid Ndiaye il a abandonné son jeune frère. Donc j'ai eu le malheur peut-être, c'est pas le mot n'est pas très fort, de parler après les éminentes personnalités qui sont intervenues avant moi. Je précise tout de suite, je ne suis pas juriste, je suis simplement une bonne volonté. Je ne m'appesantirai pas par conséquent sur les questions juridiques, mais peut-être j'aborderai davantage les aspects généraux politiques. Et s'il le faut, si les circonstances l'exigent, je dirai un mot sur les questions juridiques. wala fii dañuy wax ne ker kenn du ca mbaar mu dégg ngeen comme déet. Quand il y a de l'ombre, vous n'avez pas besoin de dresser une tente sous l'ombre. Je veux dire simplement que pratiquement tout a été déjà dit. Alors, je risque malheureusement de vous proposer des redites. Mais rassurez-vous, je serai sobre. Moi, je vais essayer. Je ne m'attarderai pas sur les clameurs qui ont accueilli la remise des documents du président Mbow au président de la République Macky Sall. Peut-être j'y reviendrai un peu plus tard. Par contre, je souhaiterais, avec votre permission, faire un rappel, car chez nous enseignants, le rappel est pédagogique. Et l'ancien président de la République du Sénégal aimait à dire que quand on fait l'historique d'un problème, on l'a à moitié résolu. Je tiens donc à rappeler rapidement quelques événements qui ont précédé la mise en place de la commission Mbow et qui l'éclairent. D'ailleurs, de ce point de vue, le docteur Abdoulaye Dieye, il a brossé la question. Mais je voudrais m'appesantir quand même sur ces rappels-là. Vous vous souvenez que nous avons eu à mener, je dis nous, des combats durs, des combats âpres pendant les longues 12 années de la gouvernance Wade, et en particulier pendant la dernière année 2011 et surtout après le 23 juin. Et les cibles de nos combats étaient en particulier, vous le savez, je n'insiste pas, l'hypertrophie de la fonction présidente, la faiblesse de notre Assemblée nationale, le fait que notre institution, à tort ou à raison, en tout cas les gens considéraient que l'institution perdait de plus en plus de son crédit. Nous combattions également l'impunité et la mauvaise manière dont nos maigres ressources nationales étaient gérées. Les gouvernants d'alors exceptés, pratiquement, le consensus était fait autour de ces combats-là. Et l'actuel président de la République, alors candidat, les a portés avec nous, ces combats. Et il les a portés avec nous, ces combats, la réforme des institutions, qui est une forte demande sociale, figurait en bonne place dans son programme Yoonu Yokkute. Je crois qu'il est bon de le rappeler. Et ce même candidat Sall a signé sans réserve, parce que j'étais là, en tant que membre du directoire national des assises. Il a signé sans réserve la charte de gouvernance démocratique. Il s'était aussi engagé devant le comité national des assises, j'étais encore là, il s'était engagé
à en appliquer les conclusions en cas de victoire à l'élection présidentielle. Et une fois élu, il reçoit le directoire national des assises. J'y étais également. Et à l'occasion, il réitère sa volonté d'appliquer les conclusions des assises nationales. Mais cette fois-ci, avec des réserves, parce qu'il a dit, j'étais là, oui, mais peut-être que je ne pourrai pas appliquer toutes les dispositions. Et dans la même audience, il a fait état de sa volonté de mettre en place une commission qui réfléchirait sur la réforme des institutions. Et il laissera entendre même que peut-être celui qui présiderait cette commission-là n'est pas loin. Le président était à nos côtés. Quelques mois après, le 14 septembre 2012 exactement, c'est important à rappeler, à l'occasion de la Journée nationale des institutions, il annonce officiellement et publiquement son intention de créer la dite commission et il annonce en même temps son choix porté sur la personne de M. Amadou Mokhtar Mbow, président des Assises nationales. En ce moment-là, Mbow n'était même pas au Sénégal. Il était en France. Et la lettre du 28 novembre 2012, à laquelle vous avez fait allusion, mon cher Dieye, officialisait cette nomination. Et je vais insister un peu sur cette lettre, parce que je crois que les gens oublient un peu vite au Sénégal. Dans cette lettre, le président de la République, je cite, louer la sagesse et la maturité du peuple sénégalais, mais aussi et surtout son attachement profond aux principes et valeurs universelles de la démocratie et de la paix. Et il estimait également dans la lettre, en outre, que, je cite, le message du peuple sénégalais était clair en ce qu'il exprimait à la fois le rejet d'une certaine façon de gouverner et l'espoir d'une nouvelle gouvernance efficace, sobre, vertueuse, porteuse de transformations socio-économiques profondes et de changements significatifs dans son vécu quotidien. En particulier, il invitait le président Mbow, je cite, à organiser une large concertation nationale sur les réformes à mettre en œuvre à court, moyen et long terme pour doter le pays d'une armature institutionnelle moderne à la mesure de son ambition de devenir et de rester une grande nation de démocratie. C'est le président qui disait dans sa lettre. Et le président s'est allé plus loin encore en précisant que les propositions que la concertation nationale aurait à lui soumettre devraient notamment prendre en charge les problématiques auxquelles vous avez... Et il y en a 11 ou 12. Je souhaiterais peut-être vous les rappeler. Je sais que vous connaissez. Premier problématique, le recentrage de l'État autour de ses missions régaliennes. Ça, c'est important. Recentrer l'État autour de ses missions régaliennes. Deuxièmement, la consolidation de l'État de droit. 3. L'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. 4. Le renforcement de l'indépendance de la justice. 5. L'approfondissement de la démocratie représentative et participative. 6. Le renforcement de la protection des libertés publiques. 7. Le renforcement de la décentralisation et de la déconcentration. La territorialisation des politiques publiques. La protection des valeurs sociales de notre société. La promotion de la bonne gouvernance, de la transparence et de l'éthique dans la gestion des affaires publiques, ainsi que la culture de l'imputabilité. Et enfin, la stabilité institutionnelle. Voilà. Et le président de la République invite le président Amadou Mokhtar Mbow à se fonder sur l'expérience des assises nationales et à veiller à ce que, je cite, la concertation soit large, participative, inclusive, démocratique et ouverte à tous les segments de notre société. Acteurs politiques de la majorité comme de l'opposition, société civile, secteur privé, etc., etc. Et il dit, cette concertation devra aussi s'appuyer sur les principes et les orientations du programme de Yoonu Yokkute et s'inspirer fortement
des conclusions des assises nationales et en particulier de la charte de gouvernance démocratique. Voilà ce que dit la lettre. Et quand j'entends le président du groupe parlementaire Moustapha Diakhaté dire que vous n'aviez pas le droit de vous adresser aux citoyens, je l'ai entendu dire ça, comparé avec ce que le président a dit dans sa lettre. Alors, c'est avec en bandoulière ces termes de référence précis et sans équivoque que le président Mbow s'est mis au travail avec les membres de la commission. 11 mois après, ce fameux 13 février 2014, ils remettent entre les mains du président de la République les conclusions de leurs travaux sous forme de 2 documents. Et vous le rappelez, à peine quelques heures après, les premières réactions ont commencé à se faire entendre. Et on a entendu, je passe rapidement sur ça, des morveux, des morveuses qui ont de la peine à se souvenir de leur dîner de la veille. On les a entendus traiter le pauvre Amadou Mokhtar Mbow de tous les noms d'oiseaux. Il ne serait même pas sénégalais, ou même s'il les ignore de tout du pays. Et quelqu'un est allé jusqu'à le considérer comme un Guadeloupéen. Je ne m'attarde pas sur ces réactions épidermiques. Je ne peux pas, par contre, passer sous silence celles de compatriotes qui ne sont pas nés de la dernière pluie quand même. Et ma grande surprise, c'est notamment que le conseiller spécial du président de la République, le professeur Ismaïla Madior Fall, était de la partie. Moi, je pensais qu'en tant que conseiller, il écouterait et il réserverait la primeur de ses réactions au président de la République. C'est ce que je crois. Mais il est rentré dans la danse. Je rappelle que j'ai beaucoup d'estime et de respect pour l'homme et il le sait. Chaque fois que dans mes écrits d'ailleurs, j'ai des difficultés à propos d'une question juridique, je l'appelle immédiatement pour qu'il m'éclaire. Et chaque fois que je l'appelle, s'il a le temps, il répond tout de suite pour me faire bénéficier de ses lumières. C'est donc quelqu'un avec qui nous avons d'excellentes relations. Mais je suis obligé, ici quand même, d'exprimer certaines réserves par rapport à certaines de ses réactions. Et en l'écoutant, en particulier, j'avais l'impression qu'en remettant les documents au président de la République, le président Mbow lui avait pointé un pistolet sur la tempe pour lui signifier l'ordre d'accepter toutes les conclusions et de les appliquer. C'est l'impression qu'il donnait. C'est l'allure que ces réactions donnaient. Et d'ailleurs, il se posait un certain nombre de questions. Je vous en rappelle seulement 3. Comment peut-on demander au président de la République de mettre en place un gouvernement de 25 membres alors que le gouvernement en exercice compte plus de 30? C'est lui demander alors de se séparer de 5 à 6 de ses ministres. Autre question, comment demander au président de la République de démissionner de son poste de président de parti alors qu'il prépare un second mandat? Voilà l'argument. Comment lui demander de démissionner alors qu'il prépare un second mandat? C'est exactement le professeur Fall qui l'a dit. Et il s'est même permis de tourner en dérision la proposition d'appel à candidature pour les différentes nominations. Il est vrai que sur ce plan-là, j'ai des réserves, je suis d'accord avec lui, parce qu'on ne peut pas quand même faire appel à candidature, ce n'est pas d'ailleurs l'esprit du projet de constitution, à toutes les nominations. Il y a par contre des directions et des agences stratégiques pour lesquelles on doit faire appel à candidature. Parce que quand vous écoutez les nominations individuelles du Conseil des ministres, j'ai ouvert un dossier où j'ai toutes les mesures individuelles, vous entendez parfois des nominations qui peuvent vous faire tomber à la renverse. Des gens qui sont nommés, il y a énormément de directeurs généraux aujourd'hui, parmi lesquels des gens qui n'ont jamais travaillé. Le premier poste de directeur général. Il y a une structure comme le port de Dakar, par exemple, il serait souhaitable, au lieu de nommer directement quelqu'un, de faire un appel à candidature pour prendre le meilleur profil. De ce point de vue, donc, je suis quand même d'accord avec lui. On ne peut pas généraliser cette mesure. Mais pour des directions stratégiques, eh bien, l'appel à candidature se justifie. Alors, ces interrogations du professeur avaient donc cette allure de faire croire que le président de la République avait le couteau et la gorge
et n'avait d'autre choix que d'appliquer intégralement et illico les conclusions qui lui étaient soumises. Or, tout le monde sait qu'il n'en est rien. Le président de la République a en toute liberté commandité des réformes, des conclusions lui ont été remises. C'est à lui et à lui seul qu'il appartient d'en prendre connaissance et d'en retenir ce qu'il juge pertinent. D'ailleurs, il a déclaré de la lointaine Chine qu'il en prendrait ce qu'il juge bon. Bon, ce qu'il juge bon. Moi, j'aurais préféré peut-être qu'il dise « j'en prendrai ce qui est bon pour le peuple ». Lui, il a dit « j'en prendrai ce qu'il juge bon ». Bref, c'est le président de la République. Le professeur Fall sait aussi que cette proposition de démissionner de la tête de son parti, mais il le sait, ce n'est pas applicable. Docteur Ella, je crois que c'est à partir de 2017. Donc on ne lui demande pas de démissionner tout de suite. Mais l'impression qu'il donne, c'est qu'on lui demande de démissionner, ce qui n'est pas le cas. Et là, vous me permettrez d'insister un peu, mais le professeur le sait, d'autres le savent également, les partis politiques quand même ne sont pas déterminants dans une élection présidentielle. Je ne suis pas sûr que ce soit les quelques milliers de militants de l'APR qui l'ont porté au pouvoir, qui lui ont donné 26% d'abord le 26 février et 65% le 25 mars 2012. Et je me rappelle le grand meeting que nos amis du PDS avaient organisé sur l'ancienne piste le 23 juillet 2011, en réplique probablement au mouvement du 23 juin. Quelqu'un que vous connaissez, mais dont je me garderai de prononcer le nom, avait dit nous avons réussi 4 millions d'habitants, 4 millions de militants. 4 millions. Et il ajoute, et d'ailleurs, il y a une longue file de Ndiagadjaï, dont la queue se trouve au rond-point Cambérène. Vous imaginez une file de Ndiagadjaï jusqu'à... C'est lui qui l'a dit. Donc, mais où étaient ces... sans compter les 8 millions de Tchantakoun qui avaient leur carte. Où était tout ce monde le 26 février 2012 et le 25 mars 2012? Alors, c'est pourquoi je suis... Quand on accorde cette importance-là à la présidence du parti, etc., ça m'étonne. Vous savez, Mohamed, vous qui vivez en France, les deux plus grands partis de France, l'UMP et le Parti socialiste, ne font pas plus de 700 000 militants sur... 120 000. 120 000 militants. Non, pas ça, c'est 300 000. Sur 66 millions d'habitants. Vous croyez que Hollande compte sur les socialistes et les communistes peut-être et les Verts pour obtenir un second mandat? Je pense par conséquent que de ce point de vue-là, eh bien, il y a des gens qui se trompent. Ce sont les citoyens qui donnent le pouvoir. Il faut que les gens le comprennent. C'est la raison pour laquelle je pense, je peux me tromper, que la massification, la mobilisation des partis sont dérisoires. Avec leur cortège de clientélisme, de folklore, de népotisme, de guerre des tranchées, etc. Ce ne sont pas les partis qui donnent le pouvoir, c'est les citoyens qui donnent le pouvoir à partir d'un bilan qu'on leur présente. Alors, et je rappelle un discours du président de la République à la 7e réunion du groupe consultatif de Paris. Il dit, mes points de suspension, c'est le sens de la déclaration de patrimoine que j'ai faite après mon élection et de la réforme institutionnelle que j'ai initiée pour mettre notre système démocratique aux standards internationaux les plus exigeants dans la stabilité et la modernité des institutions républicaines. Voilà. Et dans les grandes démocraties qui sont au niveau de ces standards internationaux-là, les chefs d'État et de gouvernement ne sont pas à la tête de parti, ils ont d'autres chats à fouetter. Tous ces partis qu'ils donnent, toutes ces grandes démocraties qu'ils donnent en exemple, vous ne pouvez compter aucun chef d'État, aucun chef de gouvernement qui soit chef de parti. Ils ont d'autres chats à fouetter. La lutte contre le chômage, l'inflation, la baisse des déficits, etc. C'est ça leur préoccupation. Donc, pour me résumer,
je crois que les partis politiques ne sont pas déterminants dans l'octroi du pouvoir au Sénégal comme dans d'autres pays. Et j'ai été étonné quand même que le professeur Fall défende le cumul président de la République, président de parti, avec autant de conviction. Et d'ailleurs, c'est par lui que j'ai appris le nombre de ministres des gouvernements restreints, comme ceux des États-Unis, comme du Japon. Je l'ai entendu plusieurs fois tourner un peu en dérision nos gouvernements-là avec 30, 40, 50 ministres, etc. Souvent, il cite l'exemple des États-Unis et du Japon pour parler de gouvernement restreint. Et il dit d'ailleurs, comment peut-on demander au président de la République d'être obligé de se séparer de... Mais on n'a pas demandé ça. Et c'est le président de la République, il faut le rappeler, qui s'était engagé à mettre en place, une fois élu, un gouvernement restreint de 25 membres. Et ça, il faut le rappeler. Aujourd'hui, il dépasse 30, 31, peut-être le dernier qu'il a nommé, c'est avant-hier, c'est lors du dernier Conseil des ministres. Notre grand ancien président, il en était parfois à 41. Je crois que dans cette perspective-là, il n'est pas mauvais de verrouiller le nombre de ministres de la République dans la Constitution pour ne pas permettre à n'importe qui de nommer n'importe qui ministre de la République. Abdoulaye Wade disait, il recevait le calife général des Mourides, feu Bara, Aladji Bara, au palais de la République. Wade était là, Elas Bara était là, ses enfants à droite. Il s'est levé parce qu'il avait des problèmes peut-être avec les enfants du calife, parce qu'au moment où il allait faire acte d'allégeance au nouveau calife Serigne Bara, il lui a dit, maa ngi lay jébbal sama bopp, loo ma wax ma def, loo ma tere ma bàyyi. C'est ça que le président de la République a dit. Mais ce n'était pas tombé dans l'oreille de sourds parce que les enfants étaient là. Très probablement, il était pressé de sollicitations et il voulait y mettre un terme. Il a dit en wolof, xale yi yéen ñii yéen a ma tax di wax. Vous allez comprendre pourquoi je rappelle ça. Yéen ñii ma tax di wax. Man ba may jébbul seen baay bii maay président de la République. Nguur gépp ngi ci samay loxo lu ma neex dogal. Voilà la conception de la fonction présidentielle. Nguur gépp ngi ci samay loxo lu ma neex dogal. C'est cette conception de la fonction présidentielle contre laquelle il faut lutter. Et c'est ce que le projet de constitution s'est engagé à faire. Alors, je précise, je l'ai déjà dit, je ne suis pas en désaccord donc avec le professeur, surtout en particulier, je l'ai déjà dit, je passe rapidement. Enfin, je comprends mon ami, il sait tellement que ces interventions allaient peut-être étonner plus d'eux, qu'il a dit oui, je sais que les gens vont réagir, etc., mais le contexte a changé. Et il l'a dit. J'aurais souhaité d'ailleurs qu'il fût là, pour que je lui dise. Le contexte a changé. Il a raison, le contexte a changé, parce qu'entre-temps, le candidat Macky Sall est devenu président de la République, et lui, ministre du Conseil spécial chargé des affaires juridiques. Alors, si le temps le permettait, j'exprimerai les mêmes réserves par rapport aux positions curieuses et radicales d'un autre grand professeur, qui est un grand frère à moi, pour lequel également j'ai beaucoup de respect. C'est Moustapha Kassé. Je l'ai écouté à l'émission Remue-Ménage dire avec aplomb que les documents de la Commission nationale de réforme des institutions, les documents sont faibles. Voilà ce qu'il a dit. Faibles, il l'a répété. À propos des assises nationales, il dira que
le problème des assises nationales, c'est la faiblesse de leur assise, de leur base économique. Je suis persuadé qu'il n'a pas lu les documents en question. Comment peut-on, je ne vous ai pas d'ailleurs fait état du document qui portait éléments d'orientation et de méthode de mise en place de la commission. Il faut lire ça, ce document-là. Je suis persuadé que le professeur ne l'a pas lu. Je suis persuadé qu'il n'a pas lu également le projet de constitution. Je suis persuadé qu'il n'a pas lu la charte peut-être parce que ça fait 12 pages ou 13. Je suis persuadé, prêt à mettre ma main sur le Coran, qu'il n'a pas lu le rapport des conclusions sinon il n'aurait pas osé dire ça. De la part d'un professeur quand même de son rang, je ne vais pas dire c'est lamentable, mais c'est quand même surprenant. Alors, je ne veux pas retenir je serai obligé, le cœur gros, de survoler le reste. La Constitution du Sénégal, en vigueur au Sénégal, en tout cas, depuis le 7 mars 1963, la Constitution du Sénégal fait du président de la République un bourg et un bourmi. Il est doté de tous les pouvoirs. Et il fait ce que bon lui semble. C'est lui qui définit la politique, c'est lui qui nomme le Premier ministre, l'ensemble des ministres chargés de l'appliquer, c'est lui qui nomme à tous les emplois civils et militaires, préside le Conseil supérieur de la magistrature, préside le Conseil supérieur de la défense, etc. Gère un fonds politique de 8 milliards par an, c'est important. Et gestion laissée à sa seule discrétion. Le président de la République peut tout se permettre. Et on dit qu'il a des domaines réservés. Mais tous les domaines lui sont réservés. Je le dis. Parce que le ministre de l'Éducation nationale qu'il nomme, mais il nomme par-dessus sa tête des directeurs, des conseillers techniques, etc. Et je le dis en toute connaissance de cause. Il le renvoie quand le besoin, il en sent le besoin. Tout est domaine réservé pour le président de la République du Sénégal. C'est la raison pour laquelle nous avons eu raison de concentrer notre combat d'avant la seconde alternance sur l'hypertrophie de la fonction présidentielle. Et curieusement, il y a des gens de la paire et d'autres coalitions de Macky 2012 par exemple, qui proposent que le poste de Premier ministre soit supprimé. Autrement dit, eux, ils sont pour le renforcement des pouvoirs du président de la République. Alors, moi, pour ce qui me concerne, pour aller vite, je milite pour l'équilibre des pouvoirs. Je suis pour le ni-ni. Je suis pour le ni-ni. Ni pour un président Ninki Nanka, comme disait l'autre, qui concentre tous les pouvoirs et a droit de vie et de mort sur les citoyens, les sujets, je dirais. Ni pour un président, un roi fainéant, dépouillé de tous ses pouvoirs. Je suis pour le juste milieu et je crois que c'est ce que vous allez faire. Non, je ne suis non plus ni pour une Assemblée nationale croupion qui obéit au doigt et à l'œil à l'exécutif. Ni également, ça ne se dit pas. Ça, c'est une... je ne suis donc ni pour cette Assemblée-là, ni pour une autre, même forte, mais dont la composition hétéroclite, ne permet pas aux membres, a pour conséquence plutôt cette composition hétéroclite, même si c'est une assemblée plus ou moins forte, si la composition est tellement hétéroclite, les membres de cette assemblée passent le plus clair de leur temps à se crêper le sillon pour s'entendre au moins sur la nomination d'un Premier ministre ou pour voter des lois. Donc, une Assemblée nationale aussi faible que celle que nous connaissions avec Wade et que nous connaissons actuellement, pas du tout, mais une Assemblée nationale forte, mais sans la possibilité qu'une majorité se dégage, ça pose des problèmes d'instabilité également. Donc, ni.
ni une magistrature aux ordres, c'est pas bon, mais ni une république des juges. Quand les pouvoirs exorbitants sont donnés aux juges, on peut en rencontrer quelques-uns qui ne soient pas raisonnables, et quand c'est le cas, ça peut être grave. Pour tout dire, je suis pour des institutions d'abord consensuelles, autant que faire se peut. L'avènement d'institutions consensuelles, fortes, impersonnelles, véritablement démocratiques, équilibrées, intégrant directement ou par voie de loi organique. Ça, c'est important. Intégrant nos droits économiques et sociaux, intégrant la transparence, intégrant l'efficacité, l'efficience et l'excellence dans la gestion des affaires publiques, et s'inscrivant surtout dans la durée. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec le professeur quand il considère que certaines questions qui figurent dans le projet sont superflues. Voilà. Donc, il y a des questions qui surchargent le projet de constitution. En particulier, ils vont jusqu'à dire donner le nombre de vice-présidents à l'Assemblée nationale, mais je suis d'accord avec lui. Ils sont aujourd'hui 9. 7 secrétaires, dont les 4 ou 5 ne savent même pas tenir un procès verbal. J'en suis convaincu. 9 vice-présidents, dont au moins les 5 ne présideront jamais une séance plénière parce qu'ils ne savent pas. Et ces gens-là ont les mêmes avantages que les ministres. 2 millions de salaire, 1000 litres de carburant par mois, 4x4, téléphone, etc., etc., et les autres avantages cachés là, qu'on ne connaît pas. Alors, c'est la raison pour laquelle cette question-là, contrairement au professeur, je ne la laisse pas aux députés. Ils peuvent demain voter une loi organique pour porter le nombre de vice-présidents à 12, à 14, à 15. Donc, il faut verrouiller ça. Il faut verrouiller le nombre de ministres de la République pour ne pas permettre à n'importe quel président de nommer qui il veut ministre de la République. Donc, les institutions dont je souhaite l'avènement, ce sont ces institutions-là, mais qui prennent